Alexandre de Saint-Victor franchit le seuil à 20h47 précise. Il n'a pas besoin de donner son nom, le maître d'hôtel s'incline déjà, les serveurs s'écartent comme une mer rouge devant Moïse. Son manteau en cachemire noir goutte sur le marbre. Il ne le retire pas. Il n'a pas l'intention de rester longtemps. Ce dîner n'est qu'une formalité, signer un contrat de rachat à 9 chiffres avec un fonds d'investissement japonais. Rien que de la paperasse pour un homme qui possède déjà la moitié des serveurs qui l'entourent. Il traverse la salle sans regarder personne. Les têtes se tournent, les murmures s'éteignent. On reconnaît son visage des couvertures de Forbes, des plateaux de BFM Business. On sait qu'il a licencié 3000 personnes l'an dernier sans une ride sur le front. On sait aussi qu'il n'a plus souri depuis 5 ans, depuis que sa femme s'est écrasée sur l'autoroute A13 sous une pluie identique à celle qui tombe ce soir. Et elle s'assoit à la table réservée au fond, celle avec vue sur la fontaine Wallace. Le genre de table où l'on ne place que les présidents ou les assassins. Il pose son téléphone devant lui comme une arme chargée. Il tape déjà des messages. Ses doigts bougent plus vite que les pensées des autres. Élise Moreau arrive à 20h52. Elle vient de courir depuis la station Saint-Lazare, sac à main en toile cirée, chaussures trempées. Elle a 37 minutes de retard sur son service habituel parce que Léa a fait une poussée de fièvre à 17h12 et qu'il a fallu attendre l'ambulance, puis les résultats, puis les larmes de sa fille qui ne voulait pas qu'on lui pique encore le bras. Élise a embrassé le front brûlant de Léa, lui a promis un croissant demain matin, et elle est partie en courant sous la pluie. Dans les vestiaires, elle a enfilé son tablier noir en vitesse, attaché ses cheveux châtains avec une pince fatiguée, essuyé ses yeux rougis dans le miroir fêlé. Elle n'a pas pleuré. Pas encore. Elle se le permet uniquement dans le métro, entre 2 stations, quand personne ne regarde. Elle s'approche de la table d'Alexandre le cœur battant. Elle connaît ce genre d'homme. Elle en a servi des centaines. Ceux qui ne vous regardent jamais dans les yeux, qui vous parlent comme si vous étiez une extension du mobilier. Elle inspire profondément, colle son sourire professionnel numéro 4, celui qui dit « Je suis là pour vous servir, pas pour exister, point. Bonsoir, monsieur. Je suis Élise, je m'occupe de vous ce soir. Puis-je prendre votre commande ?» Alexandre ne lève pas les yeux. Il continue de taper. Ses pouces font un bruit sec sur l'écran. Perrier. Citron. Pas de glaçons. Élise hoche la tête. Elle connaît la commande par cœur. Elle l'a déjà servi 2 fois, il y a 6 mois, il y a 1 an. Il n'a jamais remarqué qu'elle était la même personne. Elle tourne les talons, traverse la salle en évitant les regards des autres serveurs qui la plaignent déjà du regard. Elle sait ce qui l'attend. Dans la cuisine, le chef lui crie dessus parce qu'elle a oublié de prévenir qu'elle serait en retard. Le sommelier lui fait remarquer que ses chaussures laissent des traces sur le parquet. Elle ne répond pas. Elle remplit la bouteille de Perrier, coupe un citron en tranches parfaites, pose le tout sur un plateau d'argent. Ses mains tremblent. Pas de fatigue. De rage contenue. Elle pense à Léa qui dort seule dans la chambre 312 de l'hôpital Robert Debré, à la facture de 847 € qui est arrivée ce matin pour les antibiotiques, au propriétaire qui menace d'expulsion si elle ne paye pas le loyer avant vendredi. Elle revient. Le plateau est lourd. Elle a trop mis d'eau. Elle le sent. Elle pose la bouteille, la soucoupe, le citron. Sa manche effleure le verre. Une goutte. Une seule. Tombe sur la nappe. Juste à côté de la main d'Alexandre. Il lève les yeux. Enfin. Le temps s'arrête. La goutte grossit, s'étale, forme une auréole parfaite sur le lin égyptien à 800 € le mètre. Alexandre se fige. Ses pupilles se rétrécissent. Il repose son téléphone lentement, comme s'il armait un pistolet. C'est une blague. Sa voix est basse, glaciale. Tout le restaurant entend quand même. Les fourchettes s'arrêtent à mi-chemin des bouches. Élise rougit violemment. Je suis désolée, monsieur, je vais changer la nappe immédiatement. Elle tend déjà la main pour prendre la bouteille, mais Alexandre attrape son poignet. Pas fort. Juste assez pour qu'elle comprenne qu'elle ne bouge plus. Vous savez combien coûte cette nappe ? Élise essaie de retirer sa main. Il serre un peu plus. Non, monsieur. Plus que votre salaire annuel. Un silence de mort.
Les Japonais à l'autre table regardent ailleurs. Le maître d'hôtel s'approche, mais Alexandre lève un doigt. Il n'a pas fini point. Vous savez qui je suis? Élise déglutit. Sa gorge est sèche comme du papier de verre point. Oui, monsieur. Alors vous savez que je peux vous faire virer en claquant des doigts. Il lâche son poignet. Elle recule d'un pas. Ses yeux se remplissent de larmes, mais elle les retient. Elle a promis à Léa qu'elle ne pleurerait plus au travail. Alexandre sort son portefeuille. Cuir d'alligator. Il en tire un billet de 500 €. Le pose sur la tache d'eau. Le froisse exprès. Le pousse vers elle comme on jette un os à un chien. Pour votre maladresse. Et maintenant, disparaissez. Je ne veux plus voir votre visage. Élise reste figée une seconde. Puis elle ramasse le billet. Ses doigts tremblent. Elle le met dans sa poche sans un mot. Elle tourne les talons. Marche droit vers les cuisines. Ne regarde personne. Dans le couloir de service, elle s'adosse au mur carrelé de blanc. Le billet est trempé dans sa poche. Elle sort son téléphone. 21h03. Un message de l'hôpital, Léa demande sa maman. Elle a pleuré en s'endormant. Elle ferme les yeux. Une larme coule. Une seule. Elle l'essuie rageusement. Le directeur la trouve là, 5 minutes plus tard. Il ne crie pas. Il est désolé. Vraiment. Mais le client a exigé son renvoi immédiat. Et le client, c'est Dieu. Élise enlève son tablier. Le plie soigneusement. Le pose sur l'étagère. Elle récupère son sac en toile cirée. Ses chaussures font des bruits de succion sur le marbre. Dehors, la pluie n'a pas cessé. Elle tombe plus fort maintenant. Élise marche sans parapluie. Le billet de 500 € colle à sa cuisse dans sa poche. Elle ne sait pas encore que cet homme, ce soir, vient d'humilier la seule personne au monde qui a donné son sang pour sauver sa fille. Elle ne sait pas encore que ce billet froissé va changer 3 vies pour toujours. Elle tourne au coin de la rue. Disparaît dans la nuit parisienne. Seule. Trempée. Le cœur en miettes. Derrière elle, dans le restaurant, Alexandre reprend son téléphone. Il n'a même pas vu ses larmes. Il a déjà oublié son visage. Et la musique piano s'arrête brutalement. Le silence est assourdissant. La chambre 312 de l'hôpital Robert Debré sentait l'antiseptique et les crayons de couleur. Une lumière tamisée filtrait à travers les stores vénitiens, dessinant des barres dorées sur le lit où Léa, 7 ans et demi, était assise en tailleur, un bonnet rose à pompons enfoncé jusqu'aux sourcils. Ses joues avaient repris un peu de rondeur depuis la greffe, mais ses bras restaient si fins qu'on aurait dit des brindilles habillées de peau. Elle tenait un feutre violet et colorié avec application un cœur immense autour d'une femme aux cheveux châtains. Alexandre entra sans bruit, comme chaque soir à 19h14 précise. Il avait quitté la tour Saint-Victor en hélicoptère pour gagner 20 minutes, laissant son assistante annuler 3 réunions et un dîner avec le ministre de l'économie. Dans ses mains, un ours en peluche blanc si grand qu'il cachait presque son visage. Il le posa au pied du lit avec la maladresse d'un homme qui n'a jamais su offrir de câlin. Léa leva les yeux. Ses iris gris-vert, les mêmes que ceux de sa mère disparue, s'illuminèrent. « Papa! Tu es venu !» Elle se jeta contre lui. Il la rattrapa à temps, sentant les os fragiles sous le pyjama à étoiles. Il respira l'odeur de son shampoing à la camomille, la seule chose qui le raccrochait encore à la terre. « Je t'avais promis, ma puce. » Il s'assit au bord du lit. Léa attrapa aussitôt son dessin et le brandit comme un drapeau. « Regarde. C'est pour la dame qui m'a sauvé. » Alexandre prit la feuille. Le cœur violet débordait des bords. En dessous, en lettres maladroites mais parfaitement lisibles, « Merci d'avoir donné ton sang pour moi. Tu es mon ange. Je t'aime très fort. Léa SV. » Et plus bas, en tout petit, comme un secret, Élise Moreau restaurant l'Étoile d'Or. Le monde vacilla. Alexandre sentit ses doigts se glacer autour du papier. Le nom. Ce nom. Il le connaissait. Il l'avait craché comme une insulte 3 mois plus tôt, dans une autre vie. Comment tu connais son nom, ma chérie? Léa haussa les épaules, déjà concentrée sur un nouveau dessin.
L'infirmière Sophie a cherché dans l'ordinateur. Elle a dit que c'était une dame très gentille qui avait donné son sang il y a longtemps, et que sans elle, je serais montée au ciel avec maman. Elle leva les yeux, sérieuse. Je veux lui donner mon dessin, papa. En vrai. Pas par la poste. Je veux la voir. Je veux lui dire merci avec mes bras. Alexandre ne répondit pas tout de suite. Il fixait les lettres violetées au feutre violet. Élise Moreau. La serveuse. Celle qu'il avait traînée dans la boue devant 30 témoins. Celle dont il avait froissé la dignité en même temps que le billet de 500 €. Il revoyait la scène en accéléré, la goutte d'eau, le poignet qu'il avait serré, les larmes qu'elle avait ravalées. Il revoyait surtout son propre reflet dans la vitre du restaurant, un homme en colère, seul, qui se vengeait sur plus faible que lui parce qu'il n'avait pas su protéger sa femme 5 ans plus tôt. Et elle posa le dessin sur la table de chevet comme s'il risquait de le brûler. On va lui donner, ma puce. Je te le promets. Léa sourit, révélant le trou béant là où une dent de lait était tombée la veille. Elle se remit à colorier. Alexandre, lui, resta figé. Cette nuit-là, dans le silence de l'appartement de l'avenue Foch, il ne dormit pas. Il fit ce qu'il savait faire de mieux, chercher. Il appela son avocat à 2h17, son responsable de la sécurité à 2h41, le directeur médical de l'hôpital à 3h09. À 4h22, il avait le dossier complet sous les yeux. Donneuse compatible, Élise Marguerite Moreau. Inscription au registre EFS en 2017. Prélèvement moelle osseuse réalisé en urgence le 12 février 2025. Groupe sanguin A+, CMV négatif. Adresse, 14 rue des Petites Écuries, 75 010 Paris. Situation, mère célibataire, fille atteinte de LAL, licenciée le 18 mars 2025 du restaurant L'Étoile d'Or suite à plainte client. Il lut la dernière ligne 3 fois. Plainte client. Son nom à lui. Sa signature au bas du mail envoyé au directeur, comportement inacceptable. Renvoyez-la sur le champ. A. de Saint-Victor. Il éteignit l'écran. L'obscurité le frappa comme un coup de poing. Et elle se leva, marcha jusqu'à la chambre de Léa qu'il avait aménagée dans l'appartement bien qu'elle n'y ait dormi que 6 nuits depuis la greffe. Sur le mur, il avait accroché tous ses dessins. Il chercha celui au cœur violet. Il l'avait rangé dans le tiroir de la commode, plié en 4 pour qu'elle ne le voie plus et n'exige pas qu'il tienne sa promesse tout de suite. Et elle le déplia. Le papier craqua. Il le posa à plat sur le bureau en acajou. Puis il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis l'enterrement de sa femme, il pleura. Pas des larmes discrètes. Des sanglots rauques, déchirants, qui le plièrent en 2 au-dessus du dessin d'enfant. Il cognait son front contre le bois, répétant comme une litanie. Pardon, pardon, qu'est-ce que j'ai fait? À 6h12, il appela son assistante. Annule tout jusqu'à nouvel ordre. Je veux le dossier complet d'Élise Moreau. Tout. Facture médicale, loyer, école de la gamine, relevé bancaire, casier judiciaire, photos, réseaux sociaux, absolument tout. Et trouve-moi son numéro de portable. À 8h47, il avait tout. Les factures impayées s'empilaient comme des reproches. 3 842 € de retard de loyer. 1 217 € de frais d'hôpital non remboursés. Une photo d'Élise sur Instagram, prise 6 mois plus tôt, elle souriait, épuisée mais lumineuse, tenant Léa endormie sur un banc public. La légende, ma guerrière. On va s'en sortir, mon amour. Alexandre zooma sur le visage d'Élise. Il reconnut les cernes qu'il avait pris pour de la négligence. Il reconnut les lèvres qu'il avait vues trembler sans comprendre pourquoi. Il reconnut surtout la femme qu'il avait brisée. Et elle prit le dessin. Le glissa dans la poche intérieure de sa veste, là où il gardait autrefois les contrats à 9,0. Puis il se regarda dans le miroir de l'entrée. Il avait vieilli de 10 ans en une nuit. Ses yeux étaient injectés de sang. Il ne se rasa pas. Il ne mit pas de cravate. Il enfila un simple pull noir et partit. Dans la voiture, il roula vitres ouvertes malgré la pluie froide d'avril. Il voulait sentir quelque chose. N'importe quoi. Il s'arrêta devant l'immeuble de la rue des Petites Écuries à 10h03. Il resta dans la voiture 2 heures.
Il vit Élise sortir à 12h17, un sac de course à la main, les cheveux mouillés, le visage fermé. Elle marchait vite. Il la suivit à pied jusqu'à la boulangerie. Il l'observa payer avec des pièces de 1 euro, recompter 3 fois, renoncer au croissant qu'elle voulait offrir à sa fille. Et elle rentra chez lui. Ouvrit son coffre-fort. En sortit un chéquier qu'il n'avait jamais utilisé. Il signa un chèque de 500 000 euros. Le laissa en blanc. Puis il prit le dessin de Léa, le scanna, l'imprima sur papier épais, le fit encadrer par son majordome en moins d'1 heure. À 19h14, il était de retour à l'hôpital. Léa l'attendait, impatiente. Alors ? Tu l'as vu ? Tu lui as donné ? Il s'agenouilla devant elle. Pas encore, ma puce. Mais demain, je te promets qu'elle aura ton dessin. Et qu'elle saura combien tu l'aimes. Léa hocha la tête, confiante. Elle ne vit pas les larmes qui brillaient dans les yeux de son père. Elle ne vit pas non plus qu'il serrait si fort le cadre contre sa poitrine que ses phalanges étaient blanches. Cette nuit-là, Alexandre ne rentra pas avenue Foch. Il dormit dans la voiture, garée sous les fenêtres d'Élise. Il pleuvait toujours. Il écouta la pluie taper sur le toit comme des milliers de reproches. À 4h57, il murmura dans l'obscurité. Je vais tout réparer. Même si ça me prend le reste de ma vie. Il ne savait pas encore que le lendemain, il tomberait à genoux devant elle sur le trottoir. Il ne savait pas encore qu'elle le giflerait avant de fondre en larmes. Il ne savait pas encore que Léa, en reconnaissant sa mère sur le dessin, crierait « C'est elle. C'est mon ange » et se jetterait dans ses bras. Et elle ne savait qu'une chose, la femme qui l'avait humiliée était la seule raison pour laquelle sa fille respirait encore. Et ça changeait tout. Le soleil d'avril cognait déjà fort sur la rue des Petites Écuries quand Alexandre gara sa berline noire devant le numéro 14. Il était 9h47 et il n'avait pas dormi. Il portait le même pull noir de la veille, froissé, taché de larmes séchées. Dans sa poche intérieure, le dessin encadré de Léa pesait plus lourd que tous les contrats qu'il avait signés dans sa vie. Il sortit sans parapluie, sans lunettes noires, sans armure. Pour la première fois depuis 5 ans, il voulait être vu. Élise descendit à 10h12. Elle tenait Léa par la main. La petite sautillait dans une robe jaune trop grande, un sac à dos rose en forme de licorne sur les épaules. Elle revenait de l'hôpital pour la dernière fois. Rémission complète. Les mots tournaient encore dans la tête d'Élise comme une prière. Elle n'avait pas dormi non plus. Elle avait pleuré toute la nuit, de joie, de peur, de fatigue accumulée. Elle ne savait pas encore qu'elle n'aurait plus jamais à compter les pièces pour le pain. Alexandre les vit arriver de loin. Il traversa la rue sans regarder. Une voiture klaxonna, freina sec. Il ne l'entendit pas. Il n'avait d'yeux que pour la petite fille qui sautillait et pour la femme qui la tenait comme on tient le dernier fil d'une vie. Élise le reconnut à 10 mètres. Son corps se raidit. Elle serra la main de Léa si fort que l'enfant grimaça. Maman, tu me fais mal. Élise ne répondit pas. Elle fixait l'homme qui s'avançait, les mains vides, le visage ravagé. Elle recula d'un pas, prête à fuir. Alexandre s'arrêta à 2 mètres. Il ouvrit la bouche, la referma. Les mots se bousculaient, se cassaient la gueule avant même de sortir. Il tomba à genoux. Là, sur le trottoir défoncé, devant les poubelles qui débordent et les voisins qui sortent déjà leur téléphone. Élise. Sa voix se brisa. Il sortit le cadre de sa poche. Le tendit comme on tend une bombe. Élise regarda. Le cœur violet. Les lettres maladroites. Son nom écrit en gros. Elle lâcha la main de Léa. Le cadre trembla dans ses mains. C'est toi ? Alexandre hocha la tête. Il n'arrivait plus à parler. Les larmes coulaient sans bruit sur ses joues mal rasées. Léa, elle, avait tout compris. Elle arracha le cadre des mains de sa mère et se jeta sur Alexandre. C'est toi le papa de mon dessin. Tu l'as trouvé. Tu l'as trouvé. Elle lui grimpa dessus comme un petit singe, enroula ses bras autour de son cou. Alexandre la serra contre lui comme s'il avait peur qu'elle disparaisse. Il pleurait dans ses cheveux courts qui repoussaient en boucles folles. Élise restait figée. Le monde autour avait cessé de tourner.
Une voisine murmura, c'est pas le milliardaire? Un gamin filmait avec son téléphone. Elle s'en fichait point, elle s'avança. Lentement. Ses baskets usées crissèrent sur le bitume. Elle s'arrêta à 1 mètre. Alexandre leva les yeux. Il avait l'air d'un homme qu'on vient de sortir de prison après 20 ans point. Comment vous avez su? Il déglutit point. Léa. Elle voulait vous remercier. Elle a insisté. J'ai fait chercher. Et puis j'ai vu votre nom. Et j'ai compris. Il baissa la tête point. J'ai compris que j'avais détruit la vie de la femme qui avait sauvé la mienne. Élise ferma les yeux. Les souvenirs revenaient en rafale, la goutte d'eau, le billet froissé, le renvoi, les nuits à compter les centimes, les lettres de l'huissier. Elle rouvrit les yeux. Il pleurait toujours, à genoux, avec sa fille dans les bras point. Elle fit un pas. Puis un autre. Elle s'accroupit devant lui. Leur visage était à 20 centimètres point. Levez-vous. Il obéit. Lentement. Léa toujours collée à son cou comme une petite sangsue joyeuse point. Élise le regarda droit dans les yeux. Vous m'avez brisé. Vous m'avez pris ma dignité, mon travail, ma fierté. Vous avez fait pleurer ma fille parce que je rentrais en pleurant tous les soirs. Sa voix tremblait. Pas de colère. De douleur pure point. Et malgré tout ça, c'est moi qui vous ai sauvé. Moi qui ai donné ma moelle sans savoir pour qui. Moi qui ai pleuré de joie quand on m'a dit que l'enfant vivrait. Elle prit une inspiration point. Vous savez ce que ça fait, de savoir qu'on a sauvé une vie, et que la personne qui en profite vous traite comme de la merde? Alexandre vacilla. Il aurait voulu disparaître dans le bitume point. Je sais. Et je passerai le reste de ma vie à réparer ça. Il sortit une enveloppe de sa poche. La tendit point. Élise l'ouvrit. Un chèque. 500 000 €. Au nom de Léa. Et un autre papier. Un contrat. Création d'une fondation. Un sang d'amour. Présidente, Élise Moreau. Budget initial, 20 millions d'euros. Elle leva les yeux point. Je ne veux pas de votre argent. Alexandre hocha la tête point. Je sais. Mais Léa en aura besoin. Et toutes les autres Léa. Il fit un pas vers elle point. Je ne vous demande pas de me pardonner aujourd'hui. Je ne le mérite pas. Je vous demande juste de me laisser essayer. Tous les jours. Jusqu'à la fin de ma vie. Léa, qui avait tout écouté sans comprendre, tira sur la manche de sa mère point. Maman, il est gentil. Il pleure. Et il sent le même savon que papa sur les photos. Élise regarda sa fille. Puis l'homme. Puis le dessin que Léa serrait contre son cœur point. Elle tendit la main. Alexandre la prit. Ses doigts étaient glacés point. Pas de caméra. Pas de journaliste. Pas de fondation si c'est pour votre image. Promis. Et vous commencez par nous emmener déjeuner. Chez le boulanger du coin. Avec des croissants chauds. Alexandre sourit pour la première fois depuis 5 ans. Un vrai sourire. Douloureux mais vrai point. Tout ce que vous voulez. 6 mois plus tard, la fondation, Un sang d'amour, ouvrait ses portes dans l'ancien hôtel particulier des Saint-Victor, rue de Varennes. Élise en était la présidente. Elle portait des tailleurs noirs mais gardait toujours ses baskets usées en dessous. Léa courait dans les couloirs en criant « Papa !» Quand Alexandre arrivait point un an jour pour jour après la scène du trottoir, ils se marièrent dans la petite église de Saint-Sulpice. Pas de invité people. Juste les infirmières de Robert Debré, les voisins de la rue des Petites Écuries, et la boulangère qui avait refusé de prendre l'argent d'Alexandre pendant 6 mois. Léa portait les alliances dans un panier en osier rempli de pâquerettes. Elle avait 7 ans et demi et une nouvelle dent devant point quand le prêtre demanda si quelqu'un s'opposait. Léa leva la main point. Moi. Je veux dire quelque chose. Tout le monde rit. Elle monta sur l'estrade, sérieuse point. Je veux dire merci à maman d'avoir donné son sang. Et merci à papa d'avoir pleuré sur le trottoir. Parce que maintenant, on est une famille. Et les familles, ça pardonne. Même quand c'est très très dur. Elle redescendit. Élise pleurait.
Alexandre pleurait. Même le prêtre essuya une larme. Le soir, dans la suite nuptiale de l'hôtel Crillon, Alexandre prit Élise dans ses bras. Elle portait encore sa robe blanche toute simple. Je ne te mériterai jamais. Elle posa sa tête contre son torse. Tu as déjà commencé. Dehors, Paris scintillait. Léa dormait dans la chambre d'Alexandre côté, entourée de ses peluches et du dessin encadré qui trônait sur la cheminée. Sur le faire-part de mariage, une seule phrase, écrite de la main de Léa: l'amour véritable ne commence jamais par un merci. Il commence par un pardon. Et au dos, en tout petit: commente, je crois en l'amour, sous la vidéo et reçois gratuitement mon e-book, cette histoire qui restaure la foi en l'humanité, en cliquant ici. La lune brillait sur la Seine. Quelque part, une femme donna son sang dans un centre EFS. Elle ne savait pas encore qu'un jour, un enfant lui dessinerait un cœur violet.